bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce panel où on va discuter de l'utilité des NFT dans la vraie vie. Donc, on a un panel assez complet sur ce genre de sujet. Et comme vous le savez, d'après la plupart d'entre vous le savent, mais c'est l'art qui a un peu donné cette impulsion au NFT. Donc, quelle est cette utilité dans la vraie vie? On a une personne qui peut très bien répondre à cette question. Donc, Lucie Éléonore, je te laisse t'introduire et introduire le sujet. Je vais m'introduire tout de suite. Ok. Ça fait une parfaite transition avec Quentin qui a terminé sa présentation précédente avec Beeple, dont la vente chez Christie's a effectivement fait connaître les NFT au grand public en mars 2021 et qui a vraiment lancé, moi je trouve que c'est un fabuleux signal d'ailleurs pour nos sociétés que ce soit finalement la vente d'une œuvre d'art qui permette l'introduction de la technologie d'une nouvelle technologie auprès du grand public et puis qui va permettre, on va permettre d'en découvrir toutes les applications dans ce panel. C'est un peu, je commence directement là. Ou est-ce que tu veux présenter un petit peu les autres intervenants? On va pouvoir présenter le reste. On a Alexis qui est de Willock Love. Donc Alexis que vous avez peut-être vu tout à l'heure qui a présenté son projet et qui a aussi un stand ici à NFT Biarritz. Donc je te laisse dire quelques mots si tu as envie, Alexis. Bonjour à tous, et le panel va être très intéressant sur vraiment l'utilité des NFT, parce qu'on parlait blockchain, maintenant on va pouvoir parler NFT. Enfin, on parlait blockchain jusqu'à présent depuis justement cette émergence des NFT auprès du grand public, et maintenant du coup on va pouvoir s'intéresser au cas sur les NFT. Donc moi, c'était avant que j'entende parler de la blockchain et des NFT en 2013 que du coup sur le Pont des Arts à Paris, je pense que vous êtes familiers, c'est le pont qui fait environ 130 mètres et qui est couvert de cadenas. J'ai photographié du coup 40 000 cadenas en 2013 dans l'objectif de les immortaliser sur Internet et de digitaliser le pont. Je les ai photographiés un par un, ça m'a pris 6 mois et je les ai localisés précisément sur des parties du pont, ce qui permettait aux personnes de retrouver leur cadenas là où elles l'avaient posé sur le pont. En 2015, la mairie de Paris a retiré tous les cadenas du pont et elle a installé des panneaux vitrés, ce qui a provoqué du coup la disparition des cadenas du pont des Arts. Pourtant, on a tous en tête cette image du pont recouvert de cadenas. Donc, je pense je laisse la présentation à quelqu'un d'autre, mais Ouais. Écoute, dans ce domaine-là, un petit peu IRL, on a aussi Guillaume qui est parmi nous, qui s'occupe aussi de Watch Certificate. Donc, qu'est-ce que Watch Certificate en quelques mots? Bonjour à tous. Comme toi, on a démarré ce projet avant la notion de NFT. À l'origine, on était une marketplace dans les montres de seconde main. C'est un marché assez compliqué avec beaucoup de contrefaçons, beaucoup d'arnaques, beaucoup de problématiques. Et on a voulu résoudre pour nous-mêmes le sujet en construisant des processus assez costauds pour vérifier des montres. Et de fil en aiguille, on a pivoté pour vendre cette technologie à d'autres, des maisons de vente aux enchères, des marques de montres, des marketplaces. Et en fait, aujourd'hui, on fait des doubles digitaux de montres qui sont au format NFT et qui vont être évolutifs, qui vont vivre avec la montre au fur et à mesure de son cycle de vie. Très bien. On a 2 projets donc, qui sont très axés à la base un petit peu Web 2 et qui ont un peu fait une transition vers le Web 3. Et on a encore 2 autres invités qui proviennent d'un domaine assez similaire, donc le ticketing. Je vous laisse vous introduire, les garçons, si vous voulez. J'ai le micro, donc je commence. Donc moi, c'est Julien. Ouais, effectivement, je fais partie des gens qui ont découvert finalement la technologie NFT assez tardivement. Je me considère comme en fait étant le grand public qui a justement découvert le NFT en même temps que Beeple, tout ça. Mais on était déjà avec mon équipe dans un processus d'entrepreneuriat avec une problématique et on a découvert cette technologie comme une solution qui allait pouvoir résoudre le problème qu'on adressait. C'est exactement un peu le cas de cette table ronde, c'est-à-dire on a appliqué une technologie à un cas concret, et donc ce cas c'est la billetterie de spectacle principalement, où il y a plein de problématiques à adresser au niveau de l'expérience, au niveau de l'engagement des fans, au niveau de la sécurité, au niveau du marché secondaire. Et on a trouvé une technologie qui semblait idéale et qu'en tant qu'entrepreneur de la tech, on a décidé d'appliquer à notre sujet.
Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Et puis, moi avec Julien, on est très concurrents, donc on se connaît bien. Billy, ça a été fondé en janvier dernier, et en fait, ça vient d'une histoire personnelle vécue avec mon cofondateur. On s'est rencontrés en festival, on a fait beaucoup d'autres concerts depuis, et on a vécu toujours les mêmes problèmes liés à la billetterie, qui sont la fraude et le scalping, qui est l'action d'acheter beaucoup de tickets, et une fois que l'événement est sold out, de les revendre plus cher et de spéculer sur ces tickets. Et puis, pareil, on a découvert les NFT en juin l'année dernière. Et on a vu l'application évidente pour la billetterie de spectacle. Et voilà, c'est comme ça qu'est né Billy. Très bien. Et ça me fait une parfaite transition, puisqu'en fait récemment on a eu des soucis, par exemple au Stade de France, etc., sur le fait que les billets soient encore facilement falsifiables. Et aujourd'hui on se retrouve avec des projets comme là récemment le concert de Ed Sheeran, qui était entièrement NFT, mais sans avoir forcément prévenu le public, donc la plupart ne le savaient pas. Et en fait on a vraiment du coup une différence entre lorsqu'on utilise les termes NFT, les gens sont un peu réticents, mais lorsqu'on ne les utilise pas, et pourtant que c'est la technologie qu'on utilise, on se retrouve dans un projet qui semble plutôt cool pour les utilisateurs. Qu'est-ce que vous en avez pensé de récemment ces événements, tous les deux ? Là, tu mets le doigt sur un truc assez essentiel, c'est que alors les NFT, oui, c'est une technologie liée à la blockchain, au Web3, mais nous, notre usage est tellement mainstream en fait qu'il ne faut pas que pour les gens, ce soit plus compliqué d'acheter un billet via nos plateformes. Donc je pense que j'ai vu chez Taylor, c'était un peu le gros du sujet aussi, hein, mais ça a été de rendre l'achat d'un NFT le plus simple possible. Donc chez nous, un utilisateur qui n'a pas de wallet s'envoie générer un automatiquement en quelques secondes, et puis il peut payer avec sa carte bancaire très simplement. Donc c'est ça, nous, le nerf de la guerre, c'est de rendre cette technologie hyper accessible et hyper fluide à utiliser au quotidien. Alors, je veux juste dire un mot sur ce cas Ed Sheeran. La société qui a fait ça a très bien réussi son coup, parce que c'est absolument pas du NFT et c'est absolument pas du Web3. Mais mais franchement, ils ont fait un taf de dingue, et quand on creuse le sujet, je ne vais pas le faire là, je vous inviterai vraiment à regarder comment fonctionne ce système-là. C'est génial ce qu'ils font, c'est hyper sécurisé, ça marche très bien, mais c'est pas du Web3 et c'est pas des NFT. Donc, vous verrez. Donc, en fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, la problématique de la billetterie, notamment ce qui s'est passé au Stade de France, l'un des enjeux, c'est juste la numérisation. C'est une des problématiques, c'est que en fait, un PDF, c'est complètement fongible, clairement. C'est-à-dire, vous le photocopiez 1000 fois et vous avez 1000 billets qui ont la même valeur jusqu'à l'instant que vous allez passer au guichet. Et il y a une seule personne qui finalement gagnera le gros lot. Mais avant ce moment-là, finalement, tous les billets sont les mêmes. L'enjeu, c'est la numérisation. Donc, vous pouvez le faire par différents moyens. Le NFT et le Web3 est une des solutions. Et elle ouvre d'autres perspectives assez incroyables en termes de communauté, en termes d'engagement de fans, en termes, le fait que le billet va continuer à avoir de la valeur après l'événement, que ça va être une sorte de carte de membre. Un NFT, c'est une carte de membre pour moi. Donc c'est tout ça que ça peut apporter. En l'occurrence, dans le cas d'Ed Sheeran aujourd'hui, les gens qui sont allés voir au concert d'Ed Sheeran, ils n'ont pas de NFT, ils n'ont pas accès à d'autres avantages après. Enfin, c'est vraiment une autre application. Mais en tout cas, le NFT permet de faire plein de belles choses dans ce secteur-là, et des applications très concrètes dans la vie réelle, sur des événements de la vie réelle ou virtuelle. Et du coup, Guillaume, j'avais une question par rapport à ça, puisqu'on discutait de carte de membre. Est-ce que le fait d'avoir rajouté cet aspect NFT derrière ces montres, ça permet d'en rajouter plus sur le « je fais partie d'un club », je suis membre d'un groupe ou d'une communauté peut-être ? Ouais, complètement. C'est vrai que nous, à l'origine, avant que ça pivote et que ça devienne un NFT, on utilisait la blockchain Ethereum pour rendre ce certificat infalsifiable et l'horodater. Et là, rajouter la couche NFT, ça donne une notion de propriété, et évidemment, ça permet de rentrer dans des notions de... Les porteurs font partie d'une communauté, et ça, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler en ce moment, et qui intéressent particulièrement les marques de montres, notamment, qui sont très, très preneurs, parce qu'il faut savoir que les marques de montres, quand elles distribuent à travers les centres de service, les distributeurs, elles ne vont pas avoir forcément le contact du client final. Et avec tout ce qui se passe sur le marché, les reventes, c'est très difficile d'avoir certaines pièces, donc elles sont réservées à des clients habitués, on va dire. Et il y a beaucoup de choses qui se passent sur le marché de revente qui ne sont pas forcément en accord avec la marque. Et il y a un énorme enjeu à cet endroit-là, effectivement. Et du coup, peut-être que chez We Lock Love, vous avez mis l'accent peut-être sur ce sujet de communauté,
on veut vous faire ressentir quelque chose, mis à part le fait de collectionner peut-être? En fait, on va partir vraiment sur un projet. Donc là, c'est un peu compliqué. Du coup, faut que je parle. Faut que je rentre un peu dans les détails du projet. Donc, We Lock Love, ces milliers de cadenas qui ont disparu du Pont des Arts. En fait, c'est des milliers de messages qui, du coup, vont se retrouver sur la blockchain sous un format partie du pont. Donc, c'est un projet artistique où on pourra collectionner une partie du Pont des Arts. C'est une mosaïque de cadenas. Ça en met plein les yeux. C'est très visuel. Vous pouvez venir à notre stand après. Et il y a même un NFT à gagner. Sur l'aspect communautaire, en fait, la seconde partie du projet, c'est d'utiliser ce cadenas d'amour, en fait. Tu disais tout à l'heure, il faut simplifier l'utilisation et il ne faut pas parler blockchain. Et en fait, moi, on a envie d'utiliser le cadenas d'amour pour éduquer les gens et pour dire, il y a quelque chose qui a disparu de la vie réelle et qui a une application parfaite, qui a un support parfait dans le NFT, dans le sens où quand on met un cadenas d'amour, on veut envoyer un message au monde entier, donc on réfléchit bien à ce qu'on va écrire. On le met sur une œuvre collective qui est le Pont des Arts et qui était vraiment l'icône de ce phénomène-là. Et on espère que le symbole du cadenas, c'est que ça soit éternel. Donc aujourd'hui, les blockchains ont des promesses quand même d'éternité et surtout les transactions sont immuables, donc on ne peut pas les modifier. Donc cette promesse d'éternité est respectée là-dedans. Donc je pense que ce symbole peut permettre d'aller dans le Web 3. Et c'est pour ça qu'on veut proposer justement de vivre l'expérience du cadenas d'amour en créant un univers 3D sur le site internet sur lequel le cadenas sera une particule et va permettre l'œuvre collective. Ça sera du coup un amoncellement de particules. On peut appeler ça une galaxie. Voilà. Donc ça sera la partie vraiment où on va mettre des cadenas digitaux. Et là, ces cadenas-là, l'aspect communautaire, il va résider dans la collaboration avec des artistes. Donc, les artistes 3D vont pouvoir créer leur propre cadenas digital et les proposer sur le site internet We Lock Love à la fois à leur base de fans, mais aussi à tous ceux qui se disent moi j'ai mis un cadenas d'amour standard, je veux un cadenas d'artiste maintenant. Donc, on va pouvoir s'affranchir du cadenas industriel et aller vers une œuvre d'art personnalisée sur lequel on pourra... donc si un artiste 3D fait des fleurs en 3D, il pourra faire un cadenas en fleurs en 3D et donc le proposer à des collectionneurs qui vont pouvoir inscrire leur message et le mettre dans l'expérience 3D. Donc l'aspect communautaire, il sera vraiment sur l'aspect collaboration. Et aussi dans le lancement du projet, l'aspect communautaire, il est très important, justement, l'aspect collaboration, pour identifier les messages qui sont écrits sur les cadenas. Parce que aujourd'hui, le pont, il a été recréé en plan sur le site internet et on peut se balader pour cliquer sur une partie du pont et découvrir les cadenas qui sont dans cette partie du pont. Mais ça serait beaucoup plus simple qu'on tape son nom dans une barre de recherche et qu'on puisse retrouver son cadenas ainsi. Et donc, il y aura un aspect collaboration où il y a un appel à contribuer et à écrire les messages qui sont inscrits sur les cadenas pour constituer une base de données qui sera du coup... et ainsi, on aura vraiment sauvé ces cadenas d'amour du Pont des Arts. Du coup, ça me permet d'avoir une partie de cet aspect communautaire dans le domaine un peu artistique. Et en fait, récemment, j'ai découvert les 1-1. Et c'est les pièces uniques. Voilà. C'est assez addictif, en fait, quand on tombe dedans. Et j'ai découvert, du coup, un autre aspect communautaire de ces œuvres-là, le fait d'appartenir à la communauté d'un artiste. Et donc, d'en savoir un peu plus sur lui, ses collaborations, etc. Est-ce qu'on le retrouve, du coup, avec ces artistes? Et est-ce qu'il y a une dimension IRL, quand même, de cette communauté? Alors, je ne me suis pas présentée d'ailleurs tout à l'heure. J'ai passé le micro sans me présenter. Donc moi, je dirige une maison de vente aux enchères traditionnelle d'œuvres physiques, de peinture, de design, etc. J'ai organisé au mois de mars de cette année la première vente aux enchères physique de NFT,
d'œuvres d'art, de crypto-art, d'art numérique sous forme de NFT sans représentation physique. Donc ça a été tout un parcours. Bon. Et je suis très active dans le crypto-art, le soutien aux artistes et aux différents projets NFT. Pour répondre à cette question de la communauté, je voudrais juste revenir rapidement sur ce que les NFT ont apporté à l'art de manière générale et surtout aux artistes, parce que c'est une véritable révolution pour nous. Avant les NFT, il n'y avait... Alors, pour être très très clair, les NFT n'ont pas créé l'art numérique. L'art numérique existe depuis les années 60 et il y a de nombreux artistes. En revanche, il n'y avait pas de marché de l'art numérique. Moi, je dirige une maison de vente aux enchères depuis 8 ans. Je n'avais jamais vendu une vidéo, je n'avais jamais vendu une photo numérique, je n'avais jamais vendu une animation 3D. En fait, il n'y avait pas de marché de l'art numérique. Pourquoi ? Parce que comment on pouvait savoir qu'on achetait une pièce unique ou une édition limitée ? Parce que qu'est-ce qu'on achetait en fait ? On achetait un DVD, parce qu'il y a eu un tout petit peu de marché de l'art numérique, il y a quelques galeries qui vendent des vidéos. Mais qu'est-ce qu'elles vendent les galeries ? Elles vendent des DVD ou des clés USB. Alors quoi, une fois qu'on a un DVD 1 sur 10, c'est qu'il y a 9 autres DVD. Et puis quoi ? En fait, le fichier, il existe toujours sur le dossier de l'artiste. Et puis comment on peut contrôler tout simplement ? Et puis s'il n'y a pas de DVD, par exemple, un artiste va publier une photo qu'il a faite et puis il la vend. Et alors comment l'acheteur ou l'acheteuse peut être sûr d'avoir une pièce unique ou une édition limitée ? C'était impossible, il n'y avait aucun moyen de certification de la rareté de l'œuvre. Et puis il y avait vraiment ce problème de qu'est-ce qu'on achète ? Moi je veux acheter une œuvre, je ne veux pas acheter une clé USB. Donc il y avait vraiment quasiment pas de marché de l'art numérique. Pourtant il y a énormément d'artistes, de créateurs et de créatrices d'art numérique. Et de plus en plus, parce qu'il y a énormément d'outils. Les NFT, avec le premier qui a été vendu par Beeple, ouvrent la voie au marché de l'art numérique et du crypto-art. Le crypto-art, on va dire, c'est un courant de l'art numérique, pour vraiment simplifier, avec des thématiques autour du code, de la blockchain, etc. Beeple, pendant 13 ans, il publiait une image par jour sur Instagram. Sans rien gagner. Il avait un job alimentaire à côté qui lui permet de vivre, parce que les artistes ont aussi besoin de manger, de se loger. Donc, une image par jour, et il ne gagne rien. Arrivent les NFT, il fait un collage de ses 5000 premières œuvres qu'il a publiées chaque jour pendant 13 ans, et il la met en vente chez Christie's, maison de vente aux enchères traditionnelle. Ça se vend 69 millions de dollars. Donc c'est une somme énorme, mais c'est surtout la consécration du fait que c'était vraiment un artiste et que le NFT permet la commercialisation d'une œuvre d'art numérique. Donc les NFT permettent plein d'autres choses, mais pour les artistes numériques, c'est une véritable révolution. Alors, parce que ça répond à toutes les problématiques que j'ai exposées avant. Parce que le NFT, vous le savez très bien, c'est pas l'œuvre, le NFT c'est le certificat, mais le certificat permet l'authentification, donc la rareté. Et qui dit rareté dit valeur, qui dit valeur dit possibilité de monétisation et donc de commercialisation. Et le marché de l'art numérique est né. Et ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux pourquoi ? Déjà parce que des artistes peuvent vivre de leur art en le vendant directement, mais aussi parce qu'il y a des royalties qui sont souvent intégrées, alors pas dans le smart contract, mais au moment du mint, qui leur permet de toucher des revenus automatiquement à chaque revente. Mais aussi parce que cette possibilité de commercialisation a incité de nombreux autres artistes à s'intéresser à ces technologies et à intégrer tous les outils numériques dans leur propre univers créatif. Donc non seulement ça permet aux artistes existants de ne plus forcément avoir de job alimentaire et de vivre de leur art, et j'en rencontre au quotidien des artistes pour qui les NFT ont changé leur vie, mais ça permet aussi à plein d'autres artistes de se découvrir et de se lancer là-dedans. Bon, c'était un grand détour, mais c'était important d'expliquer pourquoi les NFT ont une vraie application dans la vie réelle des artistes. Et alors l'aspect communautaire est très présent. Et par exemple, quand on est collectionneur d'un ou une artiste, souvent, le fait de détenir une première œuvre permet d'avoir accès à des œuvres exclusives. Récemment, il y a eu un drop de Claire Denis, qui est une artiste qui travaille avec l'intelligence artificielle, il y a quelques jours.
Moi, j'avais jamais eu l'occasion d'acheter une de ces œuvres. J'ai pu en avoir une là. Et dans ce même drop, il y avait des œuvres qui étaient accessibles uniquement aux collectionneurs et collectionneuses qui avaient déjà une œuvre de cet artiste. Et ça, c'est fabuleux pour un artiste ou une artiste d'être suivi comme ça, de créer vraiment sa communauté et de renforcer tout ce qu'on vient de dire, d'avoir ces collectionneurs et ces collectionneuses en direct. Et ça pose plein d'autres questions, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Parmi ces questions, je trouve qu'il y en a une qui est aussi très intéressante, qui est quand même le marché secondaire, qui permet aussi d'enlever un petit peu tout ce qui est... en fait, pour l'acheteur, ça lui permet d'être sûr d'acheter quelque chose comme un ticket, un billet qui est vrai, ou alors peut-être dans les montres aussi, acheter une montre qui est aussi... Enfin, c'est pas une fausse montre, quoi. Donc ce marché secondaire, il est intéressant aussi chez les artistes, qui permet déjà d'une, comme tu l'as cité, les royalties, mais aussi d'avoir un suivi de comment l'œuvre se débrouille sur le marché. Et donc, oui, parce que je reprends la parole, mais après je vais te la passer directement. Tu vas voir, il y a un lien direct d'ailleurs entre nos deux métiers, entre nos deux applications qui vont faire disparaître les commissaires-priseurs dans quelques dizaines d'années. C'est que moi j'ai parlé là vraiment de l'intérêt des NFT pour la vente des œuvres d'art numérique, mais il y a évidemment un intérêt avec un système de puces. J'imagine que tu vas peut-être en parler aussi, mais en tout cas, il y a déjà des artistes physiques traditionnels qui mettent des puces sur leur toile, sur leur sculpture, voire sur des objets plus anciens, pour les relier à un NFT sur la blockchain qui ensuite en permet la traçabilité. Ce qui permettra aux commissaires-priseurs futurs de ne pas avoir de problème d'authentification, de est-ce que c'est un vrai tableau de l'artiste, est-ce que c'est un faux, etc. Donc ça résout aussi le problème de la traçabilité qui existe dans le marché de l'art. Merci. Effectivement, on s'est posé un peu les mêmes questions pour nous, pour les montres. Au début, on réfléchissait à mettre un marqueur physique dans la montre, mais en fait, il faut savoir que les montres, on peut changer toutes les pièces. Donc on a très vite compris que c'était pas la bonne solution et on a préféré en fait travailler sur un... Donc on a breveté un petit système qu'on remet à nos partenaires agréés qui permet de faire des photographies normées des montres, y compris des photos haute définition du mouvement qui est à l'intérieur, des numéros de série, de toutes les gravures qu'il y a sur la pièce. Et c'est une manière qu'on a trouvée pour s'assurer que l'objet physique correspond au NFT, puisque dans ce NFT, on va avoir... tout un tas de photos très précises, d'éléments qui vont d'ailleurs permettre de vérifier s'il y a eu des changements entre la date de l'authentification et cette nouvelle authentification, puisque nous, l'idée, c'est que ce NFT, il est vivant, il évolue. À chaque fois qu'il y a une transaction sur l'objet, on va refaire une inspection pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de modification. Une fois de plus, dans les montres, c'est un marché très spécial avec beaucoup de contrefaçons et aussi de zones grises avec des vraies montres avec quelques pièces qui ont été changées qui peuvent faire changer le prix de manière assez significative. Et donc pour faire ce lien entre un objet réel et ce NFT, on a décidé de construire une communauté d'horlogers. Donc aujourd'hui, on agrège des horlogers indépendants. Donc je profite de ce voyage puisque demain je serai à Bayonne. On a un nouvel horloger qui rejoint le groupe. Donc on a à peu près 22 horlogers maintenant en France qui sont partenaires agréés, Watch Certificate. Ça veut dire qu'ils ont le droit de faire des inspections, ils ont le droit de vendre des Watch Certificates. Et on a aussi des experts. Donc chaque Watch Certificate, c'est une inspection physique de la montre et ensuite la validation par un expert. Donc on a plusieurs experts. Un des derniers qui a rejoint, donc ils sont toujours indépendants, hein, c'est pas des employés. Un des derniers à avoir rejoint, c'est quelqu'un qui a passé 31 ans chez Rolex à Genève, donc il connaît vraiment très très bien son sujet. Et voilà. Donc nous on s'assure que l'authenticité et c'est pas un one shot, c'est refait au fur et à mesure du temps. Et du coup, vous pouvez donner des certificats sur des montres qui existent déjà ou que c'est sur des nouvelles montres? Ouais, absolument. D'ailleurs, on vient de la seconde main. Comme je disais tout à l'heure, avant, on était une marketplace. Donc en fait, que des montres de seconde main. C'est là où on a dû muscler un peu le jeu pour faire de l'authentification dans tous les cas. Et là, on commence à travailler avec des manufactures. Donc on a signé avec Rebellion Timepieces, qui est une marque suisse, qui font des très belles pièces, des petites séries. Et on a aussi signé avec la maison de vente aux enchères Antiquorum, je ne sais pas si vous connaissez, ils sont en Suisse. C'est la plus ancienne maison de vente aux enchères spécialisée dans l'horlogerie, qui font des pièces assez exceptionnelles aussi, et qui utilisent maintenant le système pour certifier et mettre ces certificats pour les vendre.
Merci. J'aimerais aborder un dernier sujet avec Étienne et Julien, juste avant de pouvoir prendre des questions. On a parlé de ticketing, mais on n'a pas parlé encore de carte de membre. Je sais que carte de membre, ça peut être intéressant pour les NFT. Ça permet de faciliter pas mal de choses. Est-ce que du coup, Julien, tu peux nous en dire plus là-dessus? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, quand j'ai découvert les NFT, j'ai vite compris qu'en fait, l'aspect communautaire était hyper important. Enfin, toutes les collections qu'on connaît tous, hein, les Bored Apes, tout ça, l'intérêt, c'est de faire partie de la communauté. On a envie de détenir un NFT pour faire partie. En fait, c'est juste une carte de membre, quoi. Voilà. C'est juste que les mecs ont vendu la carte de membre avant de réellement créer les intérêts de la communauté. C'est toute la prouesse du truc. Nous, on s'adresse à des artistes qui ont déjà des communautés et on leur propose en fait, on leur dit vous vendez des billets de concert à des fans et ces billets-là, les gens les jettent après et vous savez pas qui c'est et vous pouvez pas garder un lien avec eux éternel. Et si dans quelques années ils sont plus fans et qu'ils trouvent quelqu'un qui est fan et qui veut racheter leur NFT, ben vous saurez qui est détenteur. Enfin, vous saurez pas qui, mais vous aurez le lien avec le nouveau détenteur du NFT. Donc en fait, tous ces billets qu'on transforme en NFT, c'est des cartes de membres. L'exemple qu'on a créé avec l'Olympia, donc c'était pas vraiment un billet parce que l'Olympia ne vend pas de billets, ils ne sont pas producteurs de spectacles, mais en revanche, on a créé une collection de cartes de membres de l'Olympia qui donne accès à un certain nombre de concerts à vie à l'Olympia. Et le NFT était l'application parfaite pour créer cette carte de membre. Encore une fois, en fait, on a rencontré l'Olympia dans un contexte où on ne parlait pas forcément de Web3, mais ils avaient cette envie de faire des cartes de membres depuis des années. Ils ne trouvaient pas la bonne formule, ils ne trouvaient pas la bonne manière de faire. Et on est arrivé avec une solution technologique qui leur convenait et qui les a convaincus et qui aujourd'hui leur permet de créer une communauté autour de ces cartes. D'ailleurs, qui sont des cartes de membres sur lesquelles 90% du temps, quand on en parle auprès de la communauté, on ne prononce pas le mot NFT. Ça, c'est aussi un des enjeux, je pense, de l'application à la vie réelle et du grand public. C'est que le grand public, potentiellement, à terme, je pense, n'achètera pas de NFT. Ils achèteront des billets, des montres, je sais pas, une voiture avec une carte grise. Ils s'en foutront que ce soit un NFT ou pas un NFT. Et c'est un des grands sujets. Des œuvres d'art. Pardon ? Et des œuvres d'art. Et des œuvres d'art, non mais c'est ça. C'est une question que d'ailleurs dans l'art, je me posais une question aujourd'hui. Est-ce que les gens disent j'ai acheté telle œuvre ou je dis j'ai acheté tel NFT ? C'est un vrai, tu vois. C'est pour ça que moi je parle de crypto art et pas ou d'art numérique et pas de trop de NFT. Et j'aime bien cette collection justement avec l'Olympia. On n'a pas fait une collection NFT. On a fait des cartes de membres de l'Olympia. Il s'avère que la techno sous-jacente c'est des NFT. Mais du coup, j'ai une question qui me vient comme ça, c'est est-ce que ces cartes de membres pourront pas être réutilisées ou créées en forme de vraies cartes, comme une carte de fidélité Leclerc ou Auchan, qu'on puisse réutiliser? Là-dedans sont stockées toutes les données vis-à-vis de nos NFT, et lorsqu'on la scanne à l'Olympia, ça nous permet peut-être d'avoir des avantages ou quoi que ce soit, dans un futur proche ou lointain. Si, en fait, on peut aussi transformer ces cartes qui sont des NFT demain en wallet, un Ledger ou des choses comme ça, on peut imaginer. C'est un des trucs que j'aimerais bien un jour parler avec Ledger, leur demander si je peux pas transformer mes cartes en wallet. Il y a un représentant dans lesquels j'ai tout mes... Il y en a un qui est ici. Non, mais c'est de la projection long terme, c'est pas la priorité aujourd'hui, mais en plus, il y a vraiment, aujourd'hui, je trouve, notamment dans la musique, les vinyles se vendent de mieux en mieux. Il y a un retour à l'aspect tangible des choses. On a envie, le tout digital, tout virtuel. Je crois qu'au bout d'un moment, les gens, quelque part, parfois, sont un peu perdus. Et c'est vrai que nous, par exemple, les billets, on les fait en 3D, on essaie de les rendre très esthétiques, d'en faire un support de création. On a l'envie, à terme, de pouvoir potentiellement transformer son billet 3D en objet physique, tu burnes le NFT, tu récupères ton objet physique et puis tu l'as à la maison. Pourquoi pas ? C'est des choses qu'on peut envisager, ouais. Merci beaucoup, merci à vous. Est-ce qu'on a le temps pour une ou deux questions peut-être ? Oui. Est-ce qu'il y a une ou deux questions du coup dans la salle ? Oui. Tiens. Bonjour, Jérémy, du coup moi j'ai une question pour Watch Certificate. On parlait justement de NFT, de donner un NFT à la communauté pour certifier les montres. Comment vous avez passé cette barrière de gens qui n'ont pas forcément de wallet, qui peuvent être clients de montres sans avoir un wallet ? Ouais, c'est une très bonne question et je vais rejoindre ce qu'on a dit juste avant. En fait, le NFT, c'est juste une technologie. Je pense que c'est le futur, mais pour autant, on va dire que nous, on ne s'adresse pas au top 1% des techos.
bon, c'est un marché de niche, les montres, mais ça reste mass market. Et en fait, justement, la partie NFT ne va pas complètement chambouler l'expérience utilisateur. Chez nous, elle se présente de manière assez simple. En fait, on vous remet une carte en métal. Donc, on a décidé de rendre tangible la blockchain en donnant une carte en métal. Donc c'est assez sympa quand on l'a en main, ça fait le wow effect. Bon, on la scanne et en fait après, ce qui se passe, c'est qu'on va vous proposer de mettre le Watch Certificate dans le wallet Apple ou Android. Et c'est ici que ça va se passer. Donc quand je vais accéder à mon Watch Certificate, je vais dans le wallet Apple, pas dans MetaMask ou quelque chose de compliqué. Et d'ici, je vais pouvoir accéder à l'interface, voir tous les boutons d'action. Je peux assurer ma montre. J'ai oublié de préciser ça tout à l'heure. On vient de lancer une assurance contre le vol qui est très demandée par les utilisateurs. Tout ça, je peux le faire depuis cet endroit-là. Et si je veux récupérer le NFT, en fait, on crée un wallet comme Sorare où on va tenir pour le compte des utilisateurs les NFT. Et s'ils veulent le récupérer, pour une raison X ou Y, si c'est le power user à la top 1%, il peut le récupérer sur son wallet MetaMask. Mais pour le reste, pour les gens qui ne sont pas trop tech, c'est hyper simple. Il n'y a pas de, voilà, ça va dans le wallet Apple, tout simplement. Ouais, c'est exactement comme Sorare. C'est même architecture. C'est une question à Lucie et Léonore. Lucie et Léonore, vous dirigez une maison de vente aux enchères, ça j'ai bien compris, mais sous votre avatar, là, sous nos yeux, il y a un logo qui s'appelle la NFT Factory. C'est quoi la NFT Factory? In real life? In real life, c'est très in real life, la NFT Factory, effectivement. Ça va être un lieu physique à Paris qui va ouvrir à l'automne, qui a été imaginé et fondé par 128 personnes très actives et actives dans le monde des NFT et du Web3. Et ça va être un lieu dédié à faire la promotion des NFT auprès du grand public, avec une galerie, avec des formations, avec des réponses à toutes les questions que l'on peut se poser sur les NFT. Et ça va être également un lieu où pourront se rencontrer tous les acteurs et toutes les actrices des NFT afin de favoriser l'écosystème, faire émerger des projets, faire des rencontres. Donc il va y avoir des événements, des meet-up, des formations, des accompagnements de start-up, des résidences d'artistes. Donc si les NFT vous intéressent, n'hésitez pas à vous rapprocher de la NFT Factory. On sera ravis de vous y accueillir à partir de cet automne. Eh ben, je vous laisse aller checker tous les projets de chacun des membres du panel et merci de nous avoir écoutés.